Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Linux hardening et on va voir comment est-ce que on peut sécuriser des applications qui sont dans le user space, notamment vous développez une application ou vous téléchargez une application depuis Internet. On va voir comment est-ce qu'on peut avoir des authenticated code, comment est-ce qu'on peut limiter les privilèges de l'application. On va regarder les compilations, les options de compilation et puis la configuration de l'application qui est ici. On verra un tout petit peu sur les disques quels sont les droits des partitions, les droits des fichiers. On aura un chapitre plus tard sur le détail des droits des partitions. Si on est dans le noyau, on verra comment est-ce qu'on peut sécuriser le noyau Linux, notamment le stack IP, de manière à empêcher certains types d'attaques de se faire, certains types de trames mal formées d'arriver dans Linux. Et puis on regardera comment est-ce qu'on peut restreindre le nombre de ports ouverts sur une machine, notamment comment est-ce qu'on peut aussi scanner les ports ouverts qui se trouvent sur une machine donnée. Alors, avant de parler de la configuration d'une application, on va juste parler de signature digitale on va utiliser ça, la signature digitale, de manière à contrôler lorsque vous téléchargez un paquet, que ce paquet est le bon paquet. Par exemple, si on veut télécharger OpenSSL, SSH, vous avez le code OpenSSH 8.4 qui est ici, qui a cette dimension-là. Et puis vous avez ici une signature du fichier. Et cette signature, si je fais File, Open, tar, voilà. C'est une signature PGP qui a été faite ici. Et on va voir comment est-ce que ces signatures sont faites et comment est-ce qu'on peut contrôler que le package que je télécharge ici est le bon package et qui n'a pas été modifié par une tierce personne. Donc pour faire ça, on doit parler de chiffrement asymétrique. Donc vous avez Bob qui veut envoyer un message chiffré ou signé à Alice. Pour faire ça, il utilise un algorithme, typiquement RSA ou DSA ou des courbes elliptiques, et il va chiffrer ce fichier avec une clé. Cette clé peut être la clé publique ou la clé privée. Si c'est la clé publique, par exemple, on va prendre ce fichier, l'encrypter avec une clé publique. On a le fichier encrypté ici. Ce fichier est transmis à Alice qui va le recevoir, qui va décrypter avec le même algorithme, par exemple RSA. Et puisque ça a été chiffré avec la clé publique, ça doit être déchiffré avec la clé privée. Et Alice va pouvoir obtenir le fichier en clair ici. Donc on a parlé de clé publique, clé privée. Alice a une clé publique et une clé privée. Bob a une clé publique et une clé privée. Les clés privées doivent être gardées précieusement par leur propriétaire. Elles ne doivent jamais être divulguées. Les clés publiques, on peut les échanger comme on veut. Et c'est ce qu'on a ici. Bob et Alice doivent échanger leurs clés publiques. Typiquement, si on prend du TLS, lorsqu'on fait du HTTPS, dessous il y a du TLS comme protocole, et vous avez des certificats digitaux qui contiennent la clé publique de Bob, la clé publique d'Alice, et ces certificats sont échangés. Ça, c'est typiquement lorsqu'on fait du TLS. Lorsqu'on utilise du PGP, par exemple, c'est ce qu'on va utiliser pour contrôler la signature des paquets. On a des publics repositories, des répertoires publics qui contiennent les clés publiques. Par exemple, ce directory ici contient la clé publique d'Alice dans un certificat et Bob peut importer cette clé ici. La même chose, Alice peut importer la clé publique de Bob. Lorsqu'on veut faire une signature digitale, on a Bob
qui a sa clé publique et sa clé privée. Et puis Alice a la clé publique d'Alice. Alice a strictement la même chose, sa clé publique, sa clé privée et la clé publique de Bob. Quand on veut chiffrer, signer un document, on prend le document, c'est le principe de la signature que l'on voit ici. On prend le document, on va on va encrypter ce document avec la clé privée de Bob. Bob, c'est la seule personne qui a sa clé privée. Donc on a un document ici chiffré avec la clé privée de Bob. Ce document est envoyé à Alice. Alice a la clé publique de Bob, mais notez que tout le monde peut avoir la clé publique de Bob et Alice va pouvoir décrypter le message ici. Avec cette manière de faire, on ne garantit pas la confidentialité, car tout le monde va pouvoir décrypter ça. Toutes les personnes qui ont la clé publique de Bob vont pouvoir décrypter, mais on garantit que le message a bien été émis par Bob. C'est ce qu'on appelle la signature digitale. Alors, le principe de la signature digitale, comment est-ce que ça se fait? Vous avez Alice qui veut signer un message. La première chose que l'on fait, c'est le même principe qu'ici. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec RSA, c'est un algorithme qui est extrêmement lent, qui est 1000 fois plus lent qu'un algorithme symétrique, par exemple. Et si vous avez un fichier de 1 mégabyte ici, il va falloir plusieurs dizaines de secondes pour signer, pour chiffrer ce message avec la clé privée de Bob. Alors, ce qu'on fait, on prend le message, on vient dans une fonction de hachage. La fonction de hachage, c'est une empreinte du message qui est ici. Donc on a une empreinte là. Si je modifie un bit du message, j'ai une empreinte différente. Donc il y a une relation très forte entre le message et puis le résultat de la fonction de hachage. Cette empreinte ici a quelques dizaines de bytes. Typiquement 128 bits pour MD5, 256 bits pour du SHA 256, etc. Donc on passe ce message dans une fonction de hachage et c'est le résultat qui est ici qui va être encrypté avec la clé privée d'Alice. Et là on obtient ce qu'on appelle la signature. Cette signature, elle, est collée au message. Et Bob, lorsqu'il veut contrôler la signature, il reçoit le message signé d'Alice. Il va prendre la signature, déchiffrer la signature avec la clé publique d'Alice et il obtient, eh bien, cette partie ici. Voilà. Et il va prendre le message sans la signature, venir dans la fonction de hachage et puis comparer les deux. Voilà. Et si les deux sont égaux, ça veut dire que le message n'a pas été modifié et qu'il provient bien d'Alice. Alors, on va appliquer ça lorsqu'on télécharge un nouveau paquet. Par exemple, on télécharge CentOS, ici, du site qui gère le CentOS, et on télécharge la signature de ce package-là. Donc cette signature ici, elle est obtenue de cette manière-là. On a CentOS qui est là, on passe dans une fonction de hachage et on a la signature qui est chiffrée avec la clé privée des personnes qui développent CentOS. Et on a la signature qui est alors mise dans le message ou qui est un fichier à côté. C'est exactement ce qu'on a ici. Voilà. Là, j'ai le package OpenSSH qui est là et la signature de ce package qui est ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est contrôler avec GPG, c'est la version GNU de PGP. Et puis, avec cette commande-là, on peut vérifier la signature. Et si je le fais ici, donc on voit qu'on passe "-verify" avec la signature qui est là. Donc si je fais la même chose ici, gpg-verify OpenSSH.tar.là et on va
regardez ça, la signature a été faite à cette date, avec cette clé ici. Elle a été faite par Damien Miller. On a juste ce message-là, c'est que je n'ai pas validé qu'il s'agit bien de Damien Miller ici. Mais c'est une personne qui est très très connue dans c'est lui qui s'occupe du développement de OpenSSH et je suis sûr que c'est la bonne signature qui est donnée ici. Donc maintenant, ça veut dire que le package que j'ai téléchargé ici, eh bien, ce package-là, pardon, est le bon package, c'est bien le code de Damien Miller qui est fait. Si vous n'avez pas la clé de Damien Miller, si je fais gpg-list qui, voilà, je vois que là, j'ai importé précédemment la clé de Damien Miller. Si on n'a pas cette clé, c'est le cas dans l'exemple que j'ai là, il ne peut pas. Voilà, il me dit, voilà, qui. Alors c'est un exemple avec cette clé qui est ici, cet identificateur de clé qui est plus long ici qu'ici. Il me dit quel est le key ID et si je n'ai pas cette clé, je peux importer la clé de cette manière-là. Je peux faire un search, GPG key server, ça là, c'est un public directory dans lequel je me connecte et je vais importer la clé de Damien Miller. Voilà. Et puis là, je fais un search, puis après je peux recevoir la clé, puis après je peux visualiser ma clé comme ça. Alors, lorsqu'on a téléchargé le package, eh bien, il faut le détarrer, etc. Il va falloir le configurer. Et ça, c'est une étape extrêmement importante. Tout dépend des packages que l'on configure. On a, lorsqu'on le détare, on vient dans le package 1, un fichier install ou readme. Si je viens par exemple ici, là, et j'ai un fichier, alors ls install, ls readme. Alors si je regarde dans install, il m'indique comment est-ce que je peux configurer ça avec les packages que je dois avoir, etc. Là, voilà, typiquement, quand on a un package comme ça, on doit faire un point slash configure, qui est un script de configuration qui contrôle est-ce qu'on a tous les packages qui sont sur ma machine. S'il manque un package, par exemple OpenSSL, eh bien, il va falloir importer OpenSSL développement pour pouvoir euh, configurer, pour compiler SSH. Après, je fais un make install. Voilà. On voit qu'on peut changer le répertoire d'installation. Au lieu qu'il installe dans les répertoires par défaut, on peut, avec -préfixe, choisir un autre répertoire. Et vous avez d'autres commandes qui sont données ici. On trouve cette information généralement dans l'install. On a le readme, où on a des informations complémentaires, mais généralement qui ne sont pas très intéressantes pour la compilation. On a un help, ./configure. Alors configure, si je regarde ls configure, c'est ce script qui est là. J'ai une aide, help, qu'il faut tout le temps regarder. Et là, vous avez, voilà, des commandes de configuration, etc. Vous avez ce préfixe qui permet de choisir dans quel répertoire on veut faire l'installation. Si on peut faire du fine-tuning pour les directories d'installation. Voilà. Voilà. Ici, si je veux
configurer le package. Là, ça c'est des informations qui agissent sur la compilation et le link. Typiquement, si je ne veux pas utiliser OpenSSL, eh bien je peux choisir de ne pas utiliser ça. Si je ne veux pas protéger le stack sans faire de without hardening, je ne veux pas utiliser les options du compilateur qui permettent d'augmenter la sécurité. On reverra ça à la fin de ce chapitre. Et vous avez différentes options qui sont ici. Prenez toujours le temps de regarder ces options qui sont là. Ça permet de modifier la compilation du package et de résoudre certains problèmes en cas de problème de compilation de link. Euh, voilà, il est, comme je dis ici, vraiment important de regarder ces différentes configurations de manière à améliorer la sécurité et la robustesse du package lorsqu'il sera compilé et linké. Lorsqu'on veut faire de la cross-compilation, vous devez indiquer, alors ça dépend, je vais montrer ça après, ça dépend de chaque package. Typiquement, pour un package, vous pouvez faire ./configure-host, dire le cross-compilateur que vous allez utiliser. Dans quel répertoire on va installer le système. Lorsqu'on fait la cross-compilation, c'est important, c'est obligatoire d'installer dans un autre répertoire que les répertoires par défaut. Le répertoire par défaut, typiquement, c'est /userlib, /userbin. Et si vous faites une cross-compilation pour un processeur ARM sur votre machine qui a un processeur Intel, vous ne faites pas le préfixe ici. Eh bien, vous allez installer du code ARM dans /userbin. C'est un exécutable pour ARM dans un répertoire pour le processeur Intel et c'est clair que cet exécutable ne va jamais fonctionner. Après, vous devez faire un make install qui est tout à fait standard ici. Le host permet de changer, de donner le nom du cross-compiler, préfixe qui va changer le répertoire d'installation. Alors, parfois, ou même souvent, c'est difficile de configurer le package pour la cross-compilation. Certaines fois, il est nécessaire de modifier directement le makefile ou des fichiers associés. Par exemple, si on prend Mosquitto, avec Mosquitto, c'est une implémentation du protocole MQTT. Eh bien, si je veux modifier les options de compilation, je dois venir directement dans un fichier qui s'appelle config.mk qui est utilisé par un makefile. Donc ici, ls, j'ai un fichier, je suis dans le répertoire des sources de Mosquitto, il y a un fichier config.mk et puis le makefile ici utilise les configurations qui sont là, code config.mk et ici on a justement des options de compilation qui sont mises avec voilà, par exemple, dans le cas présent, si je veux faire de la cross-compilation, on doit rajouter ça. Mais c'est indiqué à nulle part qu'il faut rajouter ça. On doit chercher et trouver où ça se trouve, trouver comment le faire, à quelle ligne faire ça. Et pour ça, il faut regarder un peu comment est-ce que le script est fait, et faire plusieurs essais pour arriver à trouver cette information. Il y avait... Voilà, si je veux changer par exemple les répertoires d'installation, par défaut il met ça dans user local, je peux changer comme ça. Et c'est clair qu'on doit, mais comme j'ai indiqué, chercher un peu dans ces fichiers-là. Tous ne sont pas aussi simples que le ./configure. Et ça dépend vraiment d'un paquet à l'autre. Chose qui est à retenir, passer du temps dans le help ici pour voir comment est-ce qu'on peut configurer chaque paquet. Typiquement, si je prends OpenSSH, à la fin de la compilation, donc si je le fais
ici, ./configure. Voilà, donc là, si je veux hop, configurer OpenSSH pour NanoPi, donc j'ai le ./configure, le host, le compilateur que je vais utiliser, le préfixe, je mets ça dans un répertoire, voilà, que je maîtrise, et puis j'ai mis ça dans install ARM. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ici? Il contrôle que j'ai tous les packages, le cross compilateur, les packages installés. Et puis à la fin, lorsqu'il a terminé ça, c'est clair que ça prend un certain temps, tout dépend du package que vous avez. Et lorsqu'il aura terminé ceci, je vais avoir une information de ce type-là qui m'indique quelles sont les options de compilation, où est-ce que ça vient copier, etc. Quels sont les packages qui ont été pris ou pas pris, avec les options de compilation qui se trouvent ici. Voilà, c'est ce que je l'indique ici. Où est-ce que les binaires, SBIN, etc. vont être installés, quels packages ont été pris ou pas pris, et puis les options de compilation. Et là-dedans, on le reverra à la fin de ce cours, vous avez des options qui permettent d'augmenter énormément la sécurité de chaque package et qu'il faudrait utiliser lorsqu'on installe, lorsqu'on développe une nouvelle application sous Linux, il faudrait utiliser ces options que l'on verra un tout petit peu plus tard. Voilà. Sur un système Linux, ou n'importe quel système, vous devez avoir un nombre minimal de services qui tournent. Typiquement, vous avez les services qui sont démarrés au démarrage d'un système se trouvent dans etc init.d. Là, voilà. Ici, j'ai mon NanoPi. Si je viens dans /etc/init.d, voilà, j'ai mes différents scripts de configuration qui sont ici. Alors, on a ce script-là, celui-ci, qui est le premier script qui est démarré. Et ce script, lui, va exécuter ces différents scripts qui commencent par un S pour start dans l'ordre alphabétique. Donc il y a celui-ci qui va être... Il y a pour ça qu'il y a un 0,1 ici. Il y a celui-ci qui va être effectué en premier, 0,2 celui-ci, 0,2, etc. On a ces différents scripts qui sont lancés ici. On doit avoir un nombre de scripts minimal nombre de services minimaux qui vont être démarrés. Ça permet, moins il y a de code qui tourne sur une machine, moins il y a de points d'entrée, moins il y a de points faibles potentiels qui peuvent être exploités sur une machine. Si on peut créer des nouveaux scripts pour les installer là-dedans, si on efface un script, eh bien, il ne sera pas redémarré. Par exemple, je vois ici, j'ai deux scripts, S50 SSHD et S50 JobBeer, qui sont deux serveurs SSH. Et celui qui démarre en premier, c'est celui-ci, parce qu'il est par ordre alphabétique avant celui-ci. Et si je regarde, donc celui qui tourne sur la machine, c'est celui-ci, parce qu'il démarre en premier. Si je regarde le code de celui-ci, S50 SSH, eh bien, il regarde si JobBeer existe. Si JobBeer existe, il ne démarre pas. Voilà. C'est comme ça qu'il va tester ce genre de choses ici. Alors, si j'efface ce script ici, eh bien, ou je le renomme, autre chose qui commence par autre chose que S, eh bien, il ne va pas du tout démarrer ce script ici. Vous avez, chose importante, voir lorsqu'un code tourne, voir avec quel privilège il tourne. Typiquement, vous avez la commande ps-ale qui affiche les différents processus qui tournent sur une machine. Voilà. Vous avez d'autres commandes AXJF qui affichent tous les processus sous forme d'un
arbre avec le processus principal et puis les threads qui tournent là-dessous. On peut voir ce processus qui tourne ici, il tourne avec quel droit? Root, par exemple. Et typiquement, on voit que dans l'exemple ici, SSHD tourne avec les droits root. Vous verrez durant le laboratoire que vous pouvez, c'est lorsque SSHD fonctionne, il attend qu'un utilisateur se connecte et il fait un fork du processus en changeant les droits du processus. Et vous avez non plus les droits root, mais les droits de l'utilisateur en cours qui sont... et il est mieux d'avoir un processus qui tourne avec les droits non root qu'avec les droits root, car si dans ce processus il y a une faille, on peut exploiter cette faille avec une attaque particulière. Et bien cette attaque va tourner, va fonctionner avec les droits root. Une autre manière de regarder les droits, c'est la commande lsof. Je fais lsof qui affiche tous les fichiers ouverts sur un système Linux, pipe grep. Eh bien, il va prendre uniquement où il y a le mot grep, le mot sshd qui apparaît, et on voit les droits qui sont ici. Vous pouvez aussi regarder les ports ouverts avec la commande netstat. Ça vous affiche tous les euh, ports TCP UDP qui sont ouverts. Le A pour All, TCP UDP, port en mode numérique. Le mode N indique qu'il met le port en mode numérique, non pas SSHD, qui est le port habituel. On peut aussi utiliser la commande LSOF qui affiche exactement la même information qu'ici. On peut scanner une machine depuis l'extérieur. Je peux utiliser une commande nmap qui va scanner la machine. Typiquement, on va scanner tous les ports TCP de cette machine ici, de manière à voir quels sont les ports ouverts. Si je viens, j'ai ma lsifconfig, voilà l'adresse IP de ma machine. Si je sudo nmap-pn et puis l'adresse IP 192.168.0.11. Voilà. Eh bien, je suis ici sur ma machine Linux qui scanne cette machine-là, qui est une machine qui est un nanopi. Eh bien, il y a uniquement le port 22 qui est ouvert. On le reverra un petit peu plus tard. On peut même demander -sv-p22. Voilà, je vais essayer de trouver la version du service qui tourne sur le port 22 et je scanne uniquement le -p22, le port 22. Et ici, voilà, on a ça. Eh bien, je sais que c'est Dropbeer avec cette version ici et puis ce protocole 2 qui est là. Et en connaissant cette information-là, je peux regarder sur Internet est-ce que cette version-là a des failles et si oui, est-ce que je peux les exploiter, etc. Voilà. Cette commande-là vous fait exactement la même chose, mais pour les ports UDP. Vous avez les file systems. Il est conseillé de répartir les file systems en différentes partitions car on peut donner des droits particuliers à différentes partitions. Vous avez pour certains types de partitions du journaling qui est fait, typiquement ext3, ext4, et qui doit être activé. Si votre système a un problème, on est en train d'écrire un fichier dans cette partition ici et qu'il y a une coupure, eh bien il y a ce qu'on appelle un journaling qui est fait et qui permet de récupérer le fichier qui n'a pas été complètement écrit sur la partition. Les utilisateurs qui ont la partition, les privilèges d'écriture, devraient être gardés dans une partition particulière.
Vous avez, si vous devez augmenter le nombre de partitions, vous avez le Logical Volume Manager qui vous permet d'augmenter le nombre traditionnel de 4 partitions qui date qui est un vieux format mais qui est énormément utilisé dans les systèmes embarqués. Les partitions sont configurées dans ce fichier-là, /etcfstab, où on voit les différentes partitions qui sont ici. On peut leur donner certains droits et certaines restrictions. Par exemple ici, on a certaines restrictions qui peuvent être données à une partition particulière. Les fichiers de base sous Linux, tous les fichiers ont des droits read, write, execute. Si je prends cet exemple-là, j'ai un fichier qui s'appelle config.in et on a ici les droits du propriétaire du fichier. Ça, c'est le propriétaire du fichier qui peut faire un read, write, mais pas d'exécution. Ça, c'est les droits pour le groupe propriétaire du fichier. Ça, c'est le groupe propriétaire qui peut faire la read, write, pas d'exécution. Et puis, tous les autres, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'appartiennent pas à user 1, qui n'appartiennent pas au groupe 1, sont ici et peuvent, typiquement dans l'exemple là, uniquement faire un read de ce fichier là. Ça, c'est les droits standards de Linux. Il existe d'autres droits sous Linux, que l'on verra dans un autre chapitre. Alors, si on veut augmenter la sécurité, vous avez le répertoire /varlog qui contient toutes les informations de log effectuées par le programme syslog ne devrait pas être autorisé. Seul root devrait pouvoir accéder à ce répertoire-là. Vous avez nos world writable files. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, les world writable files, ça c'est tous les autres. Il ne devrait pas y avoir de répertoire qui ont le droit de write ici. Typiquement, si je fais une commande find depuis la racine, je cherche tous les répertoires avec les permissions -002 ici. Le 2 qui est ici veut dire qu'on a ce bit là qui est à 1. Et si je mets un tiret devant, ça va rechercher tous les répertoires qui ont le bit, ce bit là, le deuxième bit à 1. Si je fais ça là-dessus, je fais un find slash pour la racine, type d, perm, -002, voilà. Et on voit qu'on a ces deux répertoires ici qui ont, pour les utilisateurs, si je fais ça, voilà. Donc c'est deux répertoires temp qui est ici. On voit que pour les autres, c'est-à-dire ces 3 bits qui sont là, on a read, write, execute, et puis on reverra dans un prochain cours le sticky bit qui est mis à 1. Et ici, on a ce répertoire temp qui a ce writable là. Et on avait /dev SSH qui est aussi un répertoire particulier pour les shared library. On doit limiter typiquement, voilà, ce nombre de fichiers ici. On doit malheureusement avoir sous Linux les répertoires temp qui ont ces droits-là, car certaines applications ont besoin d'avoir ce writable qui est mis à 1. C'est pour ça que très souvent on a ça dans des TMPFS et on a des restrictions particulières qui peuvent être mises ici, qui sont dans une partition particulière, et on peut restreindre les droits de cette partition-là. Le tiret est extrêmement important. Si je ne mets pas le tiret dans le find, voilà, il cherche tous les
répertoires qui ont ces droits-là. Et il n'y a personne qui a ces droits-là. Le tiret indique qu'il cherche que ce bit writable pour les autres est mis à 1. Voilà, on peut faire la même chose, rechercher dans ce répertoire-là tous les groupes et les autres qui ont le writable, le bit writable qui est mis à 1. Ce répertoire est ici, c'est un répertoire de configuration et seul root devrait pouvoir modifier des choses là-dedans et pas bien certaines autres personnes. On a encore des bits particuliers qui est le set UID bit et set group ID bit que l'on reverra un peu plus tard, qui permettent de donner des droits particuliers à un fichier ou un répertoire. Il est important que ce répertoire-là, temp, soit effacé à la fin, lorsqu'on fait un shutdown. Et si on utilise un RAM disk, ou mieux un TMPFS disk, eh bien, ce sont des fichiers temporaires qui sont en RAM, qui ne sont pas sur un disque dur et qui sont automatiquement effacés lorsque le système s'arrête. On peut renforcer la sécurité du réseau en effectuant des commandes soit de ce type-là, echo 1 redirigé dans ce fichier-là, ou enfin disable d'IPv6, ou de cette manière-là. Ces deux commandes sont ces commandes-là sont strictement les mêmes. Donc on va faire un disable d'IPv6, on va IP source routing must be disabled. Vous avez toutes les explications détaillées de ce que font chaque commande ici dans ce fichier qui est là. On peut renforcer la sécurité en faisant ces commandes-là, où on va empêcher le forwarding pour les paquets normaux, les multicast, etc., qui peuvent être empêchés, à moins que vous ayez un routeur. Si votre système embarqué est un routeur, on doit pouvoir permettre ça. Si ce n'est pas un routeur, on va empêcher le forwarding. On a pour tout ce qui est ICMP, les protocoles ICMP, on va empêcher le redirect de message. On va permettre la vérification de la source, de manière à savoir est-ce que les paquets arrivent sur le bonne interface, avec telle adresse IP source. Les paquets qui sont mal formés, voilà, qu'on appelle des log Martian packet ou bogus error message, des paquets mal formés. On va empêcher le ICMP echo et timestamp lorsque ces messages arrivent sauf avec des messages du type multicast ou broadcast. On va permettre le sync cookie. On peut configurer tout ça de manière automatique avec la commande sysconfig-p dans ce fichier-là. On fait un fichier /etc syscontrolconf qui contient ça et on fait un script de démarrage qui va lire, qui va effectuer cette commande-là, lire ce fichier-là et configurer nos systèmes Linux pour augmenter le stack IP. Dans les usernames doivent être sauvés dans le fichier /etc shadow qui est encrypté. ls-al /etc. On a ce fichier shadow qui est là et seul root, l'utilisateur root peut lire ou écrire là-dedans. Vu que je suis root ici, je peux faire un cat /etc /shadow et on a un très mauvais exemple ici car on voit que root, l'utilisateur root, eh bien, n'a pas de password dans ce système embarqué. C'est pour les besoins de la démonstration. Normalement, on devrait avoir un password ici. Si je fais un add user test, je mets le password 1, 2, 3, 4. Je retape mon password 1, 2, 3, 4.
et je fais 4, j'ai le user test qui est là, avec le password qui est encrypté. Voilà, le password encrypté ici, jusqu'ici, voilà. Ça, c'est le password encrypté. On reverra dans le prochain cours que c'est un algorithme très faible qui est utilisé là, qu'il faut modifier, qu'il va falloir modifier parce que celui-ci utilise, je crois, du MD5 et c'est un password relativement faible. On a une partie ici, on a des balises, des dollars qui sont là, qui sont des balises, et ça, c'est ce qu'on appelle un salt value. Si je mets test 1, je mets le même password 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, j'affiche ça là, eh bien je vois que le 1, 2, 3, 4 qui est là est codé différemment qu'ici. Parce que on a cette salt value qui permet de modifier l'encryption de ce mot de passe là. Vous avez la commande umask qui par défaut est à 0022. Cette commande umask permet de donner des droits lorsqu'on crée un fichier. Alors si je suis ici umask, par défaut elle vaut ça là, on doit la changer en 027. Comment est-ce que ça fonctionne pour changer ça? Eh bien, dans le slash bash profile ou etc profile, etc., on doit mettre cette commande-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je prends le mask par défaut, qui est celui-ci, je crée un fichier ici qui a ces droits-là. D'accord. Comment est-ce que umask fonctionne? Eh bien, vous avez 0022. Donc 0, alors 0, 2, 2, c'est le mask qui est là. Le premier O ici indique qu'il s'agit d'octal. On a umask, on doit faire un not umask. Donc umask c'est ça, not umask ça fait 1, 1, 1, puis après on inverse. Et on fait les droits du fichier, c'est un end entre les droits qu'on a donnés à exemple ici, et puis le not umask qui est là, et on obtient ces droits-là pour le fichier 755. Si je mets ça comme umask, on obtient ça, et tous les autres, les other, n'ont aucun droit, ce qui est beaucoup plus sûr. On peut rajouter un fichier /etc issue qui affiche un warning lorsqu'on se connecte sur le système, typiquement un exemple de warning, etc., qui dit que seules les personnes autorisées peuvent se connecter sur ce système-là. Et ça se fait avec cette option ici. Le root user, on devrait permettre les droits root uniquement à la console, c'est-à-dire qu'on doit être proche du système embarqué, être connecté par une console soit en USB, soit en réseau 232, etc. Et on peut mettre dans un fichier /etc secure-tty cette information-là, eh bien, que seule cette interface-là permet à l'utilisateur root de se connecter. L'utilisateur root, on a le répertoire root ici, devrait avoir ses droits ici. Seul root peut lire à l'intérieur, peut lire, écrire, exécuter, etc. à l'intérieur ici. Les autres ne peuvent rien faire. Si on se connecte en SSH, on va se connecter en SSH sur un système avec un utilisateur autre que root et on va utiliser les commandes su ou sudo de manière à obtenir les droits root. Dans le path, cette variable d'environnement ici, echo $path, indique l'endroit où se trouvent les exécutables. Et cette variable d'environnement ne doit pas contenir le répertoire courant. Des répertoires de ce type-là où vous avez des droits writable, des droits executable, etc.
on ne doit pas avoir ces répertoires qui se trouvent dans le pass ici. Car si je prends l'exemple de temp, vous avez une personne mal intentionnée qui arrive à mettre un exécutable dans temp, eh bien cet exécutable, il le fait appeler ls par exemple. ls affiche le contenu d'un répertoire, mais fait autre chose avant, eh bien, suivant l'emplacement où est le répertoire temp, il peut exécuter des commandes malveillantes, puis après afficher le contenu d'un répertoire et passer avant la commande ls qui se trouve généralement en /userbin. Si je veux augmenter la sécurité du noyau, on peut activer l'Address Space Layout Randomization et indiquer que les librairies ou le heap seront placés à des emplacements mémoire qui sont aléatoires. Ça permet d'éviter des adresses de type return to libc. On peut dire que le noyau est writable, d'accord, de cette manière-là. On peut dire que on va stripper le noyau, comme ça, on active dans le noyau les buffer overflow, la protection contre les buffer overflow avec Stack Protector, que seule root peut visualiser les commandes, les messages printk du noyau avec la commande dmesg. Donc ça c'est pour la configuration du noyau. Lorsque vous développez une application, il est possible aussi de faire application hardening avec ces options du compilateur qui se trouve ici que l'on va détailler. Si vous avez un makefile, ce sont ces options qui interviennent pour la compilation ou pour le link. Si vous faites ça en ligne de commande, on peut mettre ces options-là. Alors, on va les prendre. No stack exec. Donc, dans les systèmes modernes, le stack n'est plus exécutable. Ça évite des attaques de type buffer overflow avec des shellcode. Vous avez, ça dépend des systèmes, NX, PAX, DEP qui indiquent exactement la même chose, mais ça dépend des constructeurs. Par exemple, NX, no execute. Chez ce no execute, chez Intel, c'est un bit hardware qui est sur le processeur Intel et qui s'appelle XD. Execute Disable. Chez AMD, Enhanced Virus Protection. Chez ARM, c'est NX, Execute Never. Mais ça veut dire strictement la même chose. Vous avez cette technologie qui permet d'émuler le NX bit s'il n'existe pas sur un processeur donné, typiquement pour des processeurs x86 32 bits. Chez Microsoft Windows, vous avez ce NX-bit qui est appelé Dep Data Execution Prevention. Alors, cette option-là va dire que le stack n'est pas exécutable ou no. Alors, que le stack est exécutable ou no executable. C'est clair qu'il va falloir utiliser ça et va utiliser ce NX Protection. No Executable Protection for the Stack. Si je prends un code, un test, un fichier test, je le compile avec cette option-là, compile link avec cette option-là, je regarde l'exécutable qui est généré ici, l'output c'est ça, je regarde avec readelf, je vois que le stack ici est read-write, mais il n'y a pas de bit exécutable sur cette portion-là de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce no executable stack? Vous avez, si le stack est exécutable, d'accord, on peut avoir les variables locales d'une fonction, on a le return address qui est ici, et puis on peut insérer un shellcode qui est du code malveillant. Si le stack n'est pas exécutable, on peut faire ce qu'on appelle l'attaque de type return to libc,
où au lieu, on modifie ce return address et on fait exécuter du code qui se trouve dans la zone texte où vous avez des librairies dynamiques qui sont chargées et on peut avoir le shellcode qui est coupé en plusieurs petites parties et exécuté ici. On a cette protection-là, Address Space Layout Randomization, qui permet d'éviter ce type d'attaque. Vous avez une autre technique qui est ROP, Return Oriented Programming. Au lieu d'effectuer le code d'une librairie, on va exécuter le code d'un programme lui-même. Par exemple, j'ai cet exécutable-là, test. Eh bien, cette attaque de type ROP va le programme test se trouve dans la mémoire RAM, à un autre endroit qu'ici, et le return address va être dans le code de test, et puis possiblement effectuer, si c'est possible, effectuer du shellcode qui se trouve ici. Et vous avez cette option PIE, Position Independent Executable, qui permet d'éviter ce type de problème-là. Alors, là, si j'ai ce code qui est ici, je compile et link ce code avec cette option-là, je regarde le détail de l'exécutable ici, je vois qu'il s'agit ils appellent ça un Shared Object File, comme s'il s'agissait d'une librairie dynamique, avec l'entry point qui est là, qui ne sont pas des adresses réelles. Ce sont des offsets par rapport à une adresse réelle qui sera calculée à l'exécution du programme. Et si je fais un désassemblage de ce fichier-là, j'ai des adresses de func, voilà, qui sont ici, mais qui ne sont pas des adresses réelles. Voilà. Si je ne mets pas cette option PIE, eh bien, on a ça. Et ça, ce sont vraiment des adresses réelles qui sont connues. Et le code sera généralement toujours chargé à cette adresse-là. Et il est beaucoup plus facile de faire ce type d'attaque RO, voilà, ROP que je mentionnais précédemment. Le Stack Protector All va insérer vous avez les variables là qui sont sur le stack, un canary qui est une variable aléatoire. Et si ce canary est modifié, eh bien, il y a une détection d'un buffer overflow et le système va s'arrêter. Ces options ici, donc vous avez ce programme-là où j'ai activé ces options ici. Qu'est-ce que ça influence? Ce programme utilise par exemple le printf. D'accord, on fait un printf à l'écran. Le printf se trouve dans la librairie dynamique libc. Puisque c'est une librairie dynamique, on doit résoudre l'adresse de cette librairie à l'exécution de ce programme-là. Et la résolution où se trouve le printf va se trouver dans ce qu'on appelle la got table. Donc ça, c'est le programme test qui est dans la mémoire RAM. Ce programme test il y a une zone de texte, une zone de data, il y a encore le stack, le heap, etc. que je n'ai pas mis. Et vous avez cette got table ici. Lorsque on active ça là, eh bien, vous avez la got table qui va contenir l'adresse de toutes les méthodes dynamiques, comme le printf, etc. Et ça va se faire à l'initialisation du programme. Lorsqu'on charge ce programme-là, ça va initialiser la got table et ensuite ça va verrouiller cette got table et la marquer read-only. Ça évite justement de faire des attaques de got overwrite attacks où on modifie la got table ici, on modifie l'adresse du printf par exemple, on indique l'adresse d'un programme malveillant et à la fin de ce programme malveillant, hop, on fait pointer sur le printf. Et chaque fois qu'on fait un printf, on exécute le programme malveillant et puis on appelle le printf normal par la suite. Ces options-là permettent de renforcer la got table.
Fortify Source, vous avez des macros qui vont modifier le code de ces méthodes ici, qui posent beaucoup de problèmes. Typiquement, si j'ai un fichier ici, j'ai un buffer de 4 bytes, je fais la fonction string copy, voilà, où je copie l'argument qui est là. Je compile ça avec cette option-là, d'accord, et je fais test avec D. Donc il y a 4 bytes ici, la fonction string copy, man strcpy, non pas ici, je vais le faire là parce qu'il n'y a pas de man page sur le NanoPi, strcpy, voilà, including the terminating null byte, donc va copier 5 bytes. Et si j'exécute ça, 5 bytes, ça veut dire que je vais dépasser ça, eh bien, il y a un buffer overflow qui est détecté. Vous avez différentes possibilités. Si je mets Fortify égale à 1, et puis, c'est-à-dire qu'on rajoute du code, ça veut dire que ça va ralentir le système, et si j'optimise avec -O1, eh bien ça ne change quasiment rien sur le temps d'exécution du code. Si je mets 2, il y a d'autres checks supplémentaires qui sont faits, mais il semblerait que certains programmes peuvent se poser d'autres problèmes d'exécution. Quand on fait ce Fortify Source, eh bien vous avez des tests si certains tests peuvent être faits à la compilation, ils vont être faits à la compilation. Par exemple, si j'avais un string d'une longueur connue à la compilation, eh bien il y a un test qui va être fait lors de la compilation. Vous avez cette option ici qui va catcher les integer overflow. Attention, seulement les int, pas les short, non les unsigned int. S'il y a un integer overflow qui est fait, il y a un signal, celui-ci qui est généré par Linux et qui peut être capturé. Alors le code qui est ici, j'ai une méthode createCatchSignal qui est là. Cette méthode-là indique si ce signal-là est capturé, tu appelles cette routine, une sorte de routine d'interruption catch signal qui effectue ça. Dans l'exemple qui est là, j'ai deux integers que je multiplie. Il va y avoir un integer overflow et on va appeler cette méthode qui est là. Vous avez possibilité de remplacer, enfin, c'est pas une possibilité, c'est un conseil très fort, de remplacer les string cat, string copy, etc. par string n copy, string n cat, etc. Où vous avez une longueur qui est indiquée là-dedans. Attention, il y a un petit détail. Elle est similaire à string copy, sauf que ça va copier que ces n bytes ici. Attention, si il n'y a pas if there is no null byte among the first n bytes of source, the string placed in this will not be null terminated. Donc si il n'y a pas de null byte là-dedans, eh bien il n'y aura pas de null byte ici. Alors, si la longueur de source est plus petite que n, eh bien il y a un padding qui va se faire avec des null bytes. Une chose ici, il est nécessaire de faire comme ça. D'initialiser le buffer de destination qui vaut 16 bytes et d'utiliser string ncopy et d'indiquer size of buffer -1. De cette manière-là, vous êtes sûr qu'il y a au moins toujours un byte à 0 ici. Voilà. Donc, cette fonction-là permet de contrôler la longueur, mais attention, il y a si la longueur de source ici est exactement la longueur du buffer de destination, eh bien le null byte n'est pas copié. Ces fonctions-là, get, string copy, scat, etc.,
on sait que ce sont des fonctions dangereuses. On peut, si vous avez un fichier ou un ensemble de fichiers, retrouver avec cette méthode qui est là, find-name, etc. On va faire un grep dans tous ces fichiers-là et on va rechercher ces méthodes ici. Et ces méthodes-là peuvent potentiellement contenir des problèmes de ce type-là, d'accord? Et puis, on peut corriger ces problèmes ici. Une dernière chose, vous avez un système embarqué, vous avez un ordinateur qui est là, avec la commande nmap que l'on a déjà vu avant, on peut scanner cette machine ici. Et là, on va scanner tous les ports TCP qui sont de cette machine-là et on va essayer de trouver les versions des services qui sont là. Même chose pour le UDP. Et vous avez aussi possibilité d'avoir des scripts. Typiquement, dans SSH, j'ai dans ce répertoire-là différents scripts SSH et il est possible d'utiliser Nmap avec alors c'est pour trouver de l'aide, ici de la help de ça. Et il est possible de trouver tous les euh, comment on appelle, tous les algorithmes utilisés par SSH sur la machine distante avec Nmap. Donc je vais juste faire un scan ici. Voilà. Donc sudo, il faut être root pour pouvoir utiliser Nmap. nmap-pn -pn, oui, c'est celui-ci. Des fois, il y a un P grand N, des fois P petit n, c'est strictement la même commande. 192.168.0.11. Et ici, on scanne. Alors, attention ici, je n'ai pas mis le paramètre -p ici. Je scanne uniquement les 1000 ports les plus probables d'après Nmap. Voilà. Et puis on voit qu'il y a 999 ports qui sont fermés et celui-ci qui est ouvert. Après on avait vu déjà, si je fais -SV, alors si je regarde juste comment ça fonctionne, je prends Wireshark, c'est cette interface-là. Voilà, je vais prendre -P22, je scanne uniquement le port 22. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Si on voit, il fait, alors ma machine scanne celle-ci en envoyant un SYN. La machine distante, le système embarqué répond avec un SYN-ACK et on fait directement un reset de la connexion. Ça évite ce reset d'être détecté par un système qui pourrait se trouver, un système de log qui est sur la machine distante. Si maintenant je recommence, voilà, et puis je fais un -SV, voilà. Alors -SV, comment est-ce qu'il arrive à trouver? On voit que c'est cette version-là. Alors, je suis ici, je fais un SYN acknowledge, c'est ce qu'on avait au départ. Donc il a fermé la connexion, il a détecté que le système est présent. Il fait de nouveau mettre un SYN acknowledge cette fois. Et ensuite, s'il y a un acknowledge, on voit qu'à cette ligne, le nanopi répond en disant que, si je viens là, hop, voilà ce qu'il y a là-dedans. Il met qu'il est SSH 2.0 dropbeer, il met la version, c'est ce qu'on appelle un banner, la version du service. Donc on sait que c'est un dropbeer, etc. Et ça, pour un hacker, c'est du pain béni parce qu'on peut utiliser cette information de manière à pouvoir trouver des failles de systèmes distants.